Ici, les gars, nous allons écouter quelques minutes de Pulchéry Ngbalé qui a décidé de débriefer la sortie d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, Pulchéry, dans cette vidéo, va démontrer pourquoi M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, fait les choses à sa guise. Pourquoi il fait les choses comme il souhaite. Elle va revenir sur le dialogue national. Elle va revenir sur le discours du chef de l'État. Tu vois, l'autosatisfaction. C'est quoi l'autosatisfaction? C'est quelqu'un, quand il vient vous parler, il s'autoproclame toujours meilleur. Pour lui, il n'a aucun défaut. Il est un être parfait. Et ce qu'il a fait ne constitue aucune erreur. Pourtant, l'humilité voudrait que des présidents disent souvent, ici, je n'ai pas bien fait. Je vais le changer. Ici, il n'a pas été très bien fait, je vais l'améliorer. Mais ces présidents d'aujourd'hui sont des personnalités parfaites qui ne font jamais des erreurs, qui font toujours tout bien et qui ne veulent rien apprendre de personne. Souvent, ils vont même jusqu'à nous dire que c'est eux qui doivent être là éternellement, parce que s'ils ne sont plus là, la Côte d'Ivoire est foutue ou bien les pays africains sont foutus. On a donc envie de croire que ce sont les seuls intellectuels du pays et que sans eux, le pays va s'effondrer. Et c'est pourquoi Pulchéry Ngbalé, dans cette vidéo, veut démystifier ce genre de choses-là, veut démystifier l'autosatisfaction et pourtant la majorité du peuple souffre. Écoutez cette dame brave-là, la team, et je vous donne mon avis de fin. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'analyse du discours que le chef de l'État a tenu le 25 avril 2023 devant le Congrès. Nous voulons relever 6 points. Nous avons déjà dit dans notre dernier direct qu'il était dans l'autosatisfaction, mais ce n'était pas pour parler, voilà. C'était dû au fait que nous allons énumérer maintenant. Nous allons faire cette analyse en 6 points. Donc, le premier point concerne la décrispation de la vie politique à travers la mise en œuvre des recommandations du 5e dialogue politique. Ça, c'est ce qu'il a dit. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avons remarqué, c'est que suite à une situation très tendue entre le pouvoir en place et l'opposition, il y a eu une nécessité d'initier un dialogue politique. Malheureusement, ce dialogue politique-là, il n'est pas permanent. Il se fait de façon ponctuelle et en plusieurs phases. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que ce dialogue se fait seulement quand le chef de l'État, ou du moins le pouvoir en place, a besoin de l'aval de l'opposition pour quelque chose. Je donne 2 exemples. Il y a eu un dialogue qui a été initié pendant la période de révision de la CEI. Normalement, on devrait parler même de réforme. Mais comme le pouvoir en place ne voulait pas faire de réforme, mais qui voulait faire une recomposition, il a initié un dialogue pour engager l'opposition et la société civile dans sa volonté de plutôt faire une recomposition. Et ça a marché. Quand on prend le dialogue, le 4e dialogue politique de 2021, après la désobéissance civile, vous remarquerez avec moi que ce dialogue-là avait pour objectif de faire participer l'opposition aux législatives pour légitimer le 3e mandat. Ensuite, ils ont initié le 5e dialogue. Celui-ci a commencé le 16 décembre 2021 et il est achevé le 4 mars 2022. Et au cours de ce dialogue, il y a 3 thématiques qui avaient été retenues. Il y avait la décrispation de la vie politique, la réconciliation nationale et l'analyse du cadre juridique et institutionnel des élections. Et donc, à l'issue de ce dialogue-là, il y a 16 résolutions, 16 recommandations qui ont été prises dans le cadre de ces 3 chapitres. Vous verrez avec moi que ces résolutions n'ont pas été mises en œuvre, contrairement au dit du président de la République. Donc, on va citer ces points-là maintenant. Avant de les citer, il faut dire que tous les 4 dialogues qui ont précédé le 5e n'ont connu aucun bilan. Il n'y a jamais eu de bilan des anciens dialogues avant de commencer un nouveau dialogue. Et ça, nous en étions pleins. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce 5e dialogue-là n'a pas intégré tous les acteurs. Pourtant, on parlait d'apaisement de la vie politique.
il y a des partis qui n'ont pas été conviés à ce dialogue. Donc, ce n'était pas inclusif. Donc, les 16 résolutions recommandations qui sont sorties de ce dialogue-là, dans le cadre de la décrispation de la vie politique, ils avaient mentionné le dégel des avoirs de certaines personnalités politiques. Ce dégel-là, il n'a pas été effectif pour tous. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le même cadre de l'apaisement de la vie politique, il y a encore des leaders politiques qui sont en exil. Donc, je ne sais pas de quel apaisement on parle. Ça veut dire que ce n'est pas effectif. Quand on prend la réconciliation nationale, on a parlé, il y a un point qui parle de l'indemnisation des victimes de la crise électorale de 2020. Bon, je ne sais pas pourquoi seulement la crise électorale de 2020, parce que depuis 2002, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas encore été indemnisées. Donc, l'indemnisation des victimes de la crise de 2020 n'est pas effective. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dire qu'on a contribué à l'apaisement de la vie politique en appliquant les résolutions du 5e dialogue politique. Ça n'a pas été appliqué. La deuxième chose qui n'a pas été appliquée dans le cadre de la réconciliation, ils ont parlé de vulgarisation de modes alternatifs de règlement des conflits. Ces modes alternatifs de règlement des conflits-là, on ne nous les a jamais présentés ou encore dit qu'on va les mettre en œuvre. Donc, il y a un problème. Alors que là, on parle de vulgarisation. Quand on prend le cadre juridique et institutionnel des élections, le 5e dialogue politique a dit qu'ils allaient conduire une réflexion. Mais c'est écrit noir sur blanc que c'est le gouvernement qui allait conduire une réflexion sur le processus de découpage électoral. Voilà une question qui n'a pas encore été résolue alors que nous allons vers 2 élections importantes, même 3, puisqu'on a annoncé récemment les sénatoriales. Donc, il y a un problème. Ça là, ça n'a pas été fait. Non seulement ça ne devrait pas être fait seulement par le gouvernement, mais ça n'a même pas été fait. Et on s'en va encore à des élections. Ensuite, eux-mêmes, ils ont parlé de l'amélioration du système des parrainages. Nous, en tout cas, on milite soit pour la suppression de ce système-là, soit on permet qu'un seul citoyen puisse parrainer plusieurs. Parce que si un citoyen parraine un seul candidat, ça suppose qu'il va voter ce candidat et donc ça va à l'encontre du secret du vote. Voilà. Et donc, vous voyez que tous ces points qui ont été énumérés, j'ai pris seulement 2 points par rubrique. Tous ces points-là n'ont pas été effectifs. Donc, quand le président parle de mise en œuvre des résolutions du dialogue, du 5e dialogue politique, là, de quoi il parle? Parce que tous ces points-là n'ont pas été effectifs. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème déjà à ce niveau. Le deuxième point qu'on veut aborder, c'est ce qui concerne le Sénat et les sénatoriales. Nous, on a toujours soutenu que le Sénat était une institution inutile et budgétivore. Nous sommes dans un contexte de cherté de la vie. Les Ivoiriens ont faim. Il y a des problèmes partout. Depuis les matériaux de construction jusqu'au panier de la ménagère, il y a des problèmes. Et on trouve l'occasion de créer un Sénat rien que pour faire plaisir à des gens qui n'ont pas pu avoir des postes électifs ou qui n'ont pas pu être nommés dans un gouvernement. Parce qu'actuellement, notre Sénat, là, il est monocolore. C'est peut-être après les prochaines sénatoriales qu'on aura un Sénat avec plusieurs partis, mais actuellement, il est monocolore. Donc, il ne sert à rien, en fait. Parce que tout ce que l'Assemblée nationale va proposer, ou bien tout ce que le pouvoir va proposer, ça va passer, puisque c'est entre eux. Alors qu'on en a pris jusqu'à 99. Nous avons 99 sénateurs. Chacun a au moins 3 millions par mois. Quand vous faites le calcul, si on arrondit à 100, ça fait un budget de 3,6 milliards par an pour le Sénat. Ça, c'est seulement si on prend 3 millions par mois pour chaque sénateur. Mais cet argent-là, il aurait pu être investi ailleurs. Actuellement, les examens de fin d'année sont menacés parce que les indemnités de correction des professeurs, des enseignants de l'année passée n'ont pas été payées. Il y a des élèves, des étudiants qui se plaignent du fait que la bourse n'a pas encore été payée. Il y a plein de problèmes. Donc, comment on peut aller investir de l'argent dans une institution qui est inutile et budgétivore? Et là, la même pire, il annonce qu'il va augmenter leur budget en modifiant une loi. Vous voyez qu'il y a un problème.
Donc, il n'y a même pas de raison d'être satisfait par rapport à ce bilan-là. Ensuite, on va parler de la politique agricole. On ne va pas parler de la politique agricole dans les détails, parce que quand nous faisons ces directs-là, nous voulons aller à l'essentiel pour que ceux qui n'ont pas beaucoup de connexion puissent aussi écouter ce qu'on dit. Donc, on va aborder seulement 2 points. Je ne sais pas pourquoi on a félicité le ministre en charge de l'agriculture, mais actuellement là, la mévente des produits agricoles est généralisée. Ça veut dire que la politique agricole du pays n'est pas bonne. Les paysans sur lesquels on s'appuie pour avoir toutes les matières premières qui font la richesse des autres, là, eux-mêmes, là, ils sont pauvres. Comme je l'ai dit dans un de mes directs, ils souffrent pour planter, ils souffrent pour récolter, ils souffrent encore pour vendre. Et les produits, les coûts officiels qui sont annoncés ne sont pas respectés. Et ça, c'est du nord au sud. Du nord au sud. Depuis l'Anacad jusqu'à l'EVA, en passant par le cacao, au centre et au sud-ouest. Il y a un problème. On ne respecte pas les prix. Et même les prix qui sont faibles, là, on ne les paye pas immédiatement. On dit aux paysans, on va payer après. Donc on prend son produit et on paye son argent après. Et même après, là, souvent on ne lui donne pas la totalité. Et si on veut prendre des exemples, l'Anacard, qui a pour coût officiel 315 francs, est vendu même à 75 francs. J'ai vu sur la toile 150, c'est pas 150, hein, 75 francs. Les prix là me viennent d'Annie Blecro. J'en avais parlé dans un de mes directs. Donc, je ne comprends pas comment on peut s'installer dans l'autosatisfaction quand toutes les franges de la population souffrent, peinent, gémissent. Je ne comprends pas. Donc, félicitations du ministre de l'Agriculture, là. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Ensuite, il y a le problème des terres rurales. J'en avais parlé. Et je répète, puisque la répétition est pédagogique. En 1998, le président Bédié a pris une nouvelle loi foncière rurale. Et dans cette loi, il a été inscrit qu'on donnait 10 ans pour l'immatriculation. Mais la loi a été prise en 1998 et en 1999, déjà, les crises ont commencé. Donc, comme les crises ont commencé, il n'y a pas eu de sensibilisation pour que les paysans non seulement soient informés de cela, mais qu'ils puissent immatriculer leurs terres. Donc, en 2013, le 13 juin précisément, un décret a été signé par le président Alassane Ouattara pour que l'immatriculation soit prorogée de 10 autres années. Donc, quand on tient compte de cette prorogation, normalement en juin 2023, c'est-à-dire dans 1 mois et demi, puisqu'il s'agit du 13 juin 2013, il va arriver à expiration cette période de qui avait été donné pour pouvoir immatriculer les terres. Donc depuis février 2023 que je suis sorti de prison, j'ai insisté sur ce problème parce que avant d'être incarcéré, j'ai travaillé sur une étude au cours de laquelle il nous a été révélé que les paysans non seulement ne sont pas informés de cette mesure, mais ils n'ont pas les moyens parce que l'immatriculation coûte cher. Donc, le 5 avril, après le conseil des ministres du 5 avril, on nous annonce qu'un nouveau décret a été pris. Mais dans le résumé du porte-parole du gouvernement, il a été dit que ce décret-là a été pris pour accélérer l'immatriculation en baissant les tarifs. Donc dans notre direct, on a dit qu'il ne s'agit pas seulement de baisser les tarifs, mais il s'agit aussi d'étendre encore les limites de la période d'immatriculation à au moins 10 ans encore, le temps de sensibiliser les paysans et de faire en sorte que la majorité puisse immatriculer ces terres, de sorte que nos pauvres paysans ne soient pas dépossédés de leurs terres. D'autant plus que déjà, ils ont des problèmes. À cause des problèmes de mévente, quand il y a des contraintes à leur niveau socio-économique, il y en a qui mettent leur plantation en gage. Et il y en a qui perdent ces plantations parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer leurs engagements. Donc si maintenant on doit venir arracher leurs terres, vous voyez que c'est comme si on utilisait la loi pour arracher les terres. Et comme le foncier fait partie des problèmes qui ont été à la base des crises en Côte d'Ivoire, il serait bien d'éviter que cette mesure-là s'applique pour amplifier encore les conflits en milieu rural.
Et donc, je reviens sur cela. Nous sommes à 1 mois et demi du 13 juin 2023. Nous avons écrit au directeur général de l'AFOR parce qu'on a cherché à avoir une copie de ce décret, on n'a pas eu. Donc, on ne sait pas si dans le décret, il y a prorogation ou pas. Mais comme le porte-parole du gouvernement n'en a pas parlé, on suppose qu'il n'y a pas prorogation. Et ça, c'est une urgence. Et donc, j'invite tous les Ivoiriens à suivre de près cette affaire parce que c'est très, très grave. Ce serait grave que les paysans soient dépossédés de leurs terres. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la politique agricole. Pulchering Balé ayant fini ici de vous parler, je tiens à vous dire qu'il faut vraiment pousser les dirigeants africains à pouvoir sortir des discours qui caressent c'est-à-dire qui caressent notre esprit. Il faut arrêter des discours de plaisanterie. Il faut entrer dans du concret. Vous n'êtes pas voté président pour gouverner des moutons, des porcs. Non. Vous êtes élu pour gouverner un peuple. Nous savons comment Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2020. En 2020, il n'a pas été élu parce qu'il n'a pas eu des élections. Tous les candidats ont boycotté. Il s'est créé un opposant, M. Kakabi. Kakabi l'ayant affronté, il est donc sorti vainqueur haut la main. Et pour ça, il est président aujourd'hui. En voulant maintenant laisser passer les élections législatives, il a initié un soi-disant dialogue politique. Dialogue politique qu'il a toujours appelé quand bon lui semblait et quand il voulait attirer des avantages. En écoutant Pulchering Balé, vous comprenez que si le dialogue a été initié, c'était d'abord pour légitimer son mandat tout en organisant les élections législatives qu'il a laissé les opposants participer. Et après cela, maintenant, il a fait semblant de continuer encore certains dialogues qui étaient toujours, à mon sens, des choses qui l'avantageaient à lui tout seul. Parce que c'est à travers ça qu'il a pu légitimer ce mandat de trop qu'il est en train de faire est illégal. Et pour ça, il fait toujours appel au dialogue quand il en a besoin. Quand il n'a plus besoin de vous, il ne vous calcule plus du tout. On a donc envie de croire que les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire tirent toujours vers les mêmes résultats que nous avons vus en 2020. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons une opposition consensuelle. C'est-à-dire les deux leaders de l'opposition, le président Laurent Gbagbo et son aîné Henri Konan Bédié, qui se sont mis ensemble pour former un noyau fort. Nous avons donc la maman Simone Yves Gbagbo qui est en train de retrouver ses armes, oui, l'arme de la parole, et qui commence aussi à dire haut et fort ce qu'elle pense. Nous avons quelques petits perdus comme Charles Blé Goudé et d'autres qui ne se retrouvent pas encore, peut-être parce qu'ils ont encore peur, parce que moi, je ne mets pas ça totalement dans la trahison. Je me dis, Blé Goudé, il a peut-être encore peur. Il pense vraiment que, voilà, il pense que c'est la meilleure solution pour lui. Ouais, vous voyez, un ingrat, c'est aussi ça. Il a tellement peur qu'il est obligé d'être ingrat. Mais je pense que quand le moment sera déjà proche, vous allez voir beaucoup d'opposants rejoindre le président Laurent Gbagbo dans sa démarche. La team CC étant dit, dites-moi ce que vous pensez et voyons-nous pour une prochaine vidéo.